Bien, pardon pour ce retard de quelques minutes. Nous allons pouvoir commencer. Bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle conférence de votre communauté, le réseau eau. Une conférence à nouveau dédiée à l'assainissement non collectif et une conférence en lien avec la conférence du 4 juillet dernier que vous avez pu découvrir, que l'on avait déjà co-organisée avec Alain Gaillard de Stock Environnement. Donc une conférence, comme vous l'aurez compris, dans la suite de ces filières traditionnelles adaptées à aujourd'hui et donc innovantes sur certains points, et ces points nous les verrons ensemble. Alors, je vous ai rappelé les liens des VOD qui sont en dessous de votre écran. Vous avez la VOD du 4 juillet, donc celle dont je parlais à l'instant. La VOD que nous avons donc sur l'ANC regroupée, l'ANC supérieure à 20 EH, organisée avec l'Artanc. Et puis, je vous ai indiqué, donc le 14 décembre, je vous le disais il y a quelques minutes, une conférence que nous organisons sur la GEMAPI, puisque vous le savez, le 1er janvier 2018, la nouvelle compétence décernée aux communes et donc transférée directement aux EPCI sera la GEMAPI. Alors, c'est peut-être un peu éloigné de vos préoccupations métiers régulières, mais en effet, le grand cycle n'est pas le seul concerné, le petit cycle l'est aussi. Vous avez la possibilité d'interagir, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, avec les intervenants. Vous avez un module de chat qui est mis à votre disposition, qui sera en bas de l'écran. Et puis, les questions, donc je les validerai, je les poserai en direct à nos intervenants. À la fin de la conférence, on ne coupe pas les interventions. Autre petit point, si jamais vous avez un problème de son, nous reviendrons vers vous avec un petit sondage. Et dernier point, vous pouvez nous suivre via le Twitter @réseau_pro. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence et je passe la main donc à Alain Gaillard, qui est le directeur de Stock Environnement. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Ravi d'être ici aujourd'hui, de nouveau, j'allais dire, puisque c'est ma deuxième participation cette année. J'ai souhaité effectivement communiquer avec vous en cette fin d'année 2017 sur un sujet qui est un sujet récurrent concernant l'assainissement non collectif et qui, au-delà des dispositifs eux-mêmes, est un sujet très complémentaire qui concerne effectivement la maintenance, le maintien en condition opérationnelle des différents dispositifs, quelle que soit leur nature. Je considère que c'est un enjeu d'avenir pour les fabricants, et c'est la raison pour laquelle je l'ai mentionné dans le titre, à charge pour nous de vous faire partager cette vision que nous avons pour que les systèmes d'ANC soient à la fois performants et le restent dans le temps. J'ai demandé à être accompagné pour cette conférence aujourd'hui avec deux sociétés partenaires qui interviennent en complément de ce que vous propose Stock. La société Aliaxis, qui est concepteur de fabricant de produits d'ANC et qui nous a confié la distribution d'un de ces produits donc, que nous avons intégré dans notre gamme 2017 au mois de juillet de cette année. Nous allons y revenir. Donc Xavier Buzyn représente effectivement la société Aliaxis et nous apportera sa contribution effectivement dans cet exposé. Et puis nous avons sollicité également la société Sageo, représentée par son gérant fondateur Johan Portelli, qui intervient dans le sud-ouest de la France et qui est un acteur très important aujourd'hui pour la maintenance des dispositifs d'ANC. C'est quelqu'un qui fait un excellent travail de ce point de vue-là et avec qui d'ailleurs nous collaborons pour une partie de nos activités. Voilà, ce que je vous propose, c'est que cette conférence s'articule en trois volets. Un premier volet dans lequel je voudrais vous faire partager notre vision chez Stock Environnement concernant la maintenance des dispositifs d'ANC, dans quelle mesure ça constitue effectivement un enjeu, quelles conséquences cela peut avoir sur l'établissement de notre catalogue produit.
Dans un deuxième temps, eh bien, c'est Xavier Buzyn qui vous fera part de l'intégration de ces données dans la conception de leurs produits et donc notamment vis-à-vis de la station que nous avons baptisée Fluido, plus connue sous le nom de Pure Station. Et puis enfin, Johan nous fera part effectivement de son expérience en termes de maintenance. Si j'ai bien compris le fonctionnement, c'est là. Ah. Et après. Merci Xavier. Voilà. Alors, j'ai intitulé cette slide Entretien des dispositifs ANC, contraintes et enjeux. Effectivement, aujourd'hui, dans notre métier, vous le savez sans doute déjà pour la plupart d'entre vous, si les dispositifs d'assainissement non collectif sont tous testés au travers des fourches collines, des agréments délivrés au nom du ministère par le CERIB ou par le CSTB, ils doivent néanmoins, une fois installés sur le terrain, une fois que leur performance intrinsèque a été prouvée par les tests qui durent quand même une douzaine de mois dans l'un des deux centres que je viens d'évoquer, ils doivent être néanmoins maintenus en conditions opérationnelles, contrôlés de manière régulière, entretenus, voire maintenus, pour que effectivement on ait un dispositif installé qui délivre ce qu'on attend, c'est-à-dire une eau dépolluée et au moins qui respecte les normes qui sont imposées en France. Malheureusement, et on le sait tous aussi, on observe assez régulièrement des dysfonctionnements qui peuvent être de sources diverses. Pour autant, j'ai essayé d'en faire une synthèse. L'un des premiers points qui apparaît lorsque l'on interroge effectivement les gens de métier comme les utilisateurs, c'est que visiblement, une des causes majeures de non-fonctionnement des systèmes d'assainissement, c'est une maintenance que je déclare insuffisante, souvent parce que les produits qui sont installés sont méconnus ou mal connus, ou en tout cas les protocoles de suivi et d'entretien sur ces dispositifs sont mal connus des utilisateurs, voire de certains professionnels. Ça conduit des fois donc du coup à des interventions qui sont pas toujours adaptées, qui peuvent être en tout cas toujours avec des bonnes intentions, mais tant par leur fréquence que par leur nature, elles s'avèrent parfois plus contre-productives. Et enfin, on ne peut pas ignorer que la maintenance d'un dispositif quel qu'il soit, que ce soit un dispositif de chauffage, de déplacement ou d'assainissement non collectif, va représenter un certain coût, une dépense. Et cette dépense aujourd'hui peut décourager un certain nombre d'utilisateurs. Donc c'est un frein évident à la maintenance des installations d'assainissement non collectif. Donc je pense qu'on est tous conscients effectivement de l'importance de la maintenance des installations, que ce soit les fabricants eux-mêmes, et on en connaît un certain nombre puisque Stock Environnement intervient au titre, dans le cadre du syndicat qui s'appelle l'IFA et qui regroupe un certain nombre de fabricants. Nous sommes tous sur le terrain et si j'en juge par la position récente qui a été prise encore par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui s'est prononcée véritablement en faveur de maintenance, quels que soient les dispositifs, puisque effectivement, ils réclament dorénavant que les dispositifs installés soient contrôlés, maintenus par des sociétés spécialisées lorsqu'il s'agit de dispositifs agréés, ou encore que le propriétaire, l'utilisateur, s'engage sur l'honneur à effectivement entretenir le système qui a été mis à sa disposition lorsqu'il s'agit de filières traditionnelles. Toujours pas. Oui. Alors, quels sont les dysfonctionnements les plus fréquents que l'on peut constater? Là encore, j'ai essayé d'en faire un inventaire, ce n'est évidemment pas exhaustif, et peut-être certains d'entre vous auront le goût de rapporter quelques éléments complémentaires. Si je distingue les trois grands types de filières, que sont les filières traditionnelles dites rustiques, donc les fameux filtres à sable, pour l'immense majorité d'entre eux, parmi les défauts qu'on constate de manière très régulière, c'est l'absence de vidange de la fosse toute eau, voire de manière encore plus fréquente, l'absence de nettoyage du préfiltre, qui constitue, dans les filières les plus récentes, un élément essentiel pour la pérennité du système. Ça conduit forcément à des colmatages qui sont parfois précoces, les durées de vie attendues de 10-15 ans qu'on mentionne régulièrement sur les filtres à sable ne sont parfois pas respectées, majoritairement à cause de ce défaut de nettoyage, qui conduit d'ailleurs à un encrassement général de l'installation
et du coup qui peut, comme c'est souvent le cas, apporter des pannes supplémentaires, notamment au niveau des dispositifs de relevage qui sont très souvent installés derrière les filières traditionnelles. On connaît tous aujourd'hui un certain nombre de filières compactes, de filtration compacte, avec des technologies dont je ne ferai pas l'inventaire aujourd'hui, et pour lesquelles on constate là encore assez fréquemment des dégradations, saturation des médias filtrants, donc qui sont liés aux différents médias qui peuvent être utilisés. Et puis, comme on se retrouve aussi assez fréquemment, malheureusement, avec des relargages de boue, les systèmes de relevage qui n'apprécient pas du tout ce genre de composants se retrouvent là encore avec des situations de panne. Ça peut devenir assez contraignant, puisqu'en général, une panne sur un système de relevage, c'est l'arrêt de l'installation, donc c'est beaucoup de difficultés pour l'utilisateur. Enfin, notre passé en tant que constructeur de microstations, passé et actuel en tant que constructeur de microstations, nous rend assez sensibles également aux différentes pannes qui peuvent intervenir, aux différents sujets qui peuvent faire dysfonctionner les microstations. La panne d'oxygénation classique, qu'on soit alimenté avec un compresseur qui va permettre de faire un bullage, ou qu'on soit effectivement en présence de moteurs qui vont actionner des turbines, des aérateurs de surface. La panne d'oxygénation est une panne assez classique, qui peut être assortie aussi de ce que l'on rencontre dans certains dispositifs avec des transferts qui, pour défaut d'alimentation, ne vont plus assurer le transfert des eaux usées vers le réacteur, du réacteur vers le compartiment de clarification. Un facteur qui n'est pas à négliger aussi sur les microstations, puisque certains pensent depuis longtemps que les microstations, une fois que c'est installé, ça marche tout seul. On observe assez régulièrement des cas où l'extraction des boues est négligée. Le contrôle qui doit être fait pour que effectivement l'extraction des boues soit faite lorsque la concentration atteint 30% du volume de la station et notamment du décanteur primaire, ces contrôles ne sont pas toujours réalisés. Alors il y a certainement d'autres causes de dysfonctionnement. Les cahiers des agents de maintenance sont remplis d'anecdotes diverses. J'ai essayé de faire une synthèse des points qui sont les plus courants. Quelles en sont les raisons principales si on s'intéresse au pourquoi du comment? Ces situations sont très souvent liées, en tout cas c'est notre point de vue, à une information qui est incomplète, qui a été sommairement donnée lorsque l'installation a été faite auprès des gens qui vont utiliser l'installation en question. Ce qui fait que les protocoles de maintenance qui sont définis par les fabricants, par ceux qui ont fait l'installation, sont souvent méconnus, et que, en plus du fait que c'est des sujets sur lesquels on n'a pas très envie de se pencher, puisque c'est pas toujours très agréable d'aller intervenir sur un dispositif d'assainissement non collectif, on a ces phénomènes qui s'accumulent les uns sur les autres, sans parler effectivement de la contrainte financière que j'évoquais tout à l'heure, puisque lorsque l'on doit procéder à une vidange, lorsque l'on doit souscrire à un contrat de maintenance, il y a nécessairement un budget qui va être associé à cela, et cette dépense, elle est pas toujours bien vécue. Pour terminer sur les raisons principales, on se trouve systématiquement confronté donc à des installations qui sont réalisées par des installateurs, des terrassiers, des maçons, des gens qui sont dans le bâtiment, qui savent en général très bien faire leur travail, mais qui sont par essence moins informés, moins sensibilisés à l'importance des travaux de maintenance et de surveillance des dispositifs d'ANC. Parfois même, ils ont la crainte, effectivement, qu'en évoquant le sujet de manière précise, ça devienne un contre-argument commercial. Donc, on connaît tous ce genre de situations qui sont encore plus importantes si, d'aventure, le dispositif mis en place a été acheté sur rayon dans un négoce, dans une entreprise qui, par essence, n'est pas spécialisée dans le domaine de l'assainissement. Alors, quel type de réponse on peut apporter? Aujourd'hui, ce sont des réponses qui nous préoccupent tous, je l'imagine. La première réponse, c'est qu'on essaie de sensibiliser les utilisateurs dès les premiers échanges commerciaux, puisqu'on se trouve effectivement dans des situations commerciales, et on essaie de sensibiliser les utilisateurs à tous les niveaux de la relation qu'ils peuvent avoir avec les prescripteurs, donc les bureaux d'études, qui sont intervenus et qui ont
fait des préconisations de systèmes, avec les réseaux commerciaux des fabricants eux-mêmes, parfois, des revendeurs spécialisés lorsqu'ils sont effectivement installés, avec les négoces également. Nous avons effectivement aujourd'hui un rôle, nous en tant que fabricants, d'éducation vis-à-vis de ces installateurs, vis-à-vis même des intervenants qui sont les intervenants vidangeurs des installations, pour lesquels une information précise sur le dispositif qui est installé est nécessaire et qui va leur permettre là aussi de mettre en alerte, de mettre en évidence un défaut de suivi qui doit être corrigé par une opération de maintenance. Enfin, les contrôleurs SPANC sont évidemment aux premières loges pour constater des dysfonctionnements. En général, ils ne manquent pas de nous faire part effectivement de ce qu'ils constatent, surtout lorsqu'il y a des défauts de fonctionnement, voire des pollutions avérées. En tant que fabricant constructeur, et c'est le rôle de Stock Environnement, on considère qu'effectivement nous avons une mission qui est une mission dans la phase de conception des produits que nous proposons sur le marché, de sorte que effectivement les dispositifs qui sont aujourd'hui fournis sur le marché soient moins sensibles, nécessitent moins effectivement de maintenance que les premières installations qui ont pu être proposées il y a encore quelques années en arrière, avant les agréments de 2009 ou même depuis encore les agréments de 2009. Ça nous oblige également en tant que fabricant à formaliser les protocoles de surveillance, donc à établir des guides qui sont au-delà des livrets utilisateurs qui sont les livrets obligatoires assortis aux différents produits qui ont été agréés. Ça nous oblige effectivement à fournir des notices explicites, des documents qui vont permettre effectivement d'accompagner le dispositif d'assainissement non collectif tout au long de sa vie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au-delà du manuel d'installation, du manuel d'entretien, nous proposons effectivement à nos clients ce que l'on appelle un cahier de vie. Et puis, vous le savez sans doute, il existe depuis 2016, c'est assez récent finalement, il existe aujourd'hui une norme qui concerne tous les dispositifs d'assainissement non collectif. Cette norme porte le numéro charmant de NFP 16-008. Personnellement, je ne l'ai pas appris par cœur, heureusement que ma slide est devant moi. Pour autant, ce qui est important et ce que je voudrais noter et souligner dans ce point-là, c'est que effectivement aujourd'hui, il y a une prise de conscience réelle, et au-delà de la prise de conscience, on commence à avoir des outils, une norme qui nous permet effectivement de travailler avec un guideline, avec un guide qui est un guide précis pour la maintenance des installations. Alors, quelles sont les propositions de Stock Environnement? Parce que là, je n'ai fait qu'un état général de ce que l'on peut observer, et sans doute en ai-je oublié. Aujourd'hui, Stock Environnement a pris une position. Quand je dis aujourd'hui, c'est depuis le début de l'année 2017, et vous l'avez déjà constaté, en lançant trois nouveaux produits qui sont venus compléter la gamme des produits historiques chez Stock Environnement. L'un d'entre eux, c'est le produit Auto-Épure. La filière Auto-Épure, qui est une filière traditionnelle filtre à sable végétalisé, qu'on a lancé, même si ce produit était déjà au catalogue de Stock Environnement depuis un an ou deux, qu'on a relancé en milieu d'année 2017. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de venir vous expliquer tout le bien que nous pensons effectivement de cette filière Auto-Épure, en compagnie de son concepteur et des installateurs qui ont déjà une certaine pratique sur ce produit. Plus récemment, et ça date effectivement du mois d'août, puisque le produit a été agréé de mémoire le 18 août, et tant pis si je me trompe de jour, nous avons effectivement lancé sur le marché un produit baptisé Brio Filtre Compact, qui est le résultat de 3 ans de travail. 3 ans de travail qui se sont déroulés avec un cahier des charges extrêmement précis, dans lequel nous avons mis tout notre savoir-faire, toute notre connaissance du terrain. Donc un cahier des charges qui nous a permis effectivement de fixer un certain nombre de règles pour la conception de ce produit Brio Filtre Compact. Nous avons effectivement soumis ce produit au CERIB pour qu'un agrément soit effectivement reconnu et prononcé donc en août 2017. Et je vais prendre quelques minutes tout de suite après cette slide pour vous décrire cette filière Brio Filtre Compact que l'on considère comme étant en harmonie avec les critères que j'évoquais dans les slides précédents. J'ai parlé de Aliaxis tout à l'heure, qui est concepteur et fabricant d'un système d'assainissement
qui a été agréé sous le nom de Pure Station, que nous avons rebaptisé dans la gamme chez Stock Environnement Fluido. C'est une microstation dernière génération que Xavier Buzyn vous décrira de manière beaucoup plus détaillée tout à l'heure, sachant que cette microstation effectivement bénéficie de beaucoup d'avancées technologiques, de brevets qui ont été effectivement prononcés dans la construction et la conception de cette microstation. Voilà donc les 3 nouveautés que nous avons introduites effectivement en 2017 au catalogue de Stock Environnement, avec dans l'esprit bien entendu de fournir des produits qui soient de plus en plus performants, mais aussi qui bénéficient d'un protocole de maintenance qui soit un protocole de maintenance réduit au minimum. On est tous d'accord sur le fait, on est pratiquement tous d'accord je pense sur le fait que les systèmes d'assainissement autonomes, non collectifs, nécessitent effectivement d'être à minima surveillés, voire d'être maintenus. Et on a fait l'effort pour chacun de ces produits de trouver des protocoles qui soient des protocoles légers, donc plus facilement applicables. Au passage, je rappelle, beaucoup d'entre vous le savent, je rappelle qu'effectivement, Stock Environnement a fait le choix depuis quelques années maintenant de confier la maintenance des installations qui nous sont demandées à la société Ami Assainissement, chez qui on trouve des contrats annuels de maintenance, chez qui on trouve des moyens qui permettent effectivement de suivre l'activité des dispositifs d'assainissement installés, chez qui on trouve aussi des compétences en dépannage, puisqu'il arrive qu'on soit soumis à ce type de contraintes. Alors, petit rappel, et alors je suis désolé pour la flèche qui m'a échappé tout à l'heure, petit rappel sur le filtre à sable drainé et végétalisé auto-épure. Ceux qui étaient présents le 4 juillet en ont sans doute un souvenir précis. C'est une filière qui est une filière de type traditionnel au sens où on utilise une fosse toute eau dans sa phase amont pour le traitement primaire, un filtre à sable qui présente une particularité, c'est que l'eau est injectée à l'intérieur plutôt que de subir un écoulement gravitaire, l'injection se faisant effectivement par un dispositif d'alimentation passif de type mécanique chasse à jet ou alors actif avec une pompe. Je ne reviendrai pas sur le descriptif de ce produit, je me tiens à votre disposition, toute l'équipe de Stock Environnement est à votre disposition pour revenir sur les caractéristiques de cette filière auto-épure, mais j'estime qu'on vous en a déjà suffisamment parlé le 4 juillet. L'une des nouveautés, c'est Brio. Brio filtre compact, donc c'est un agrément qui a été prononcé, comme je le disais, au mois d'août, qui, vous pouvez le constater, donc se présente sous la forme d'un ensemble de deux cuves qui sont soudées l'une à l'autre, donc c'est un ensemble monobloc, au moins jusqu'au dimensionnement de 8 équivalents habitants, et qui nous permet effectivement de proposer une solution de filtration compacte à tous les points, puisque celle qui est présentée sur l'écran à l'instant, qui correspond à un modèle 5 équivalents habitants, a les dimensions suivantes, 2,80 m de long, 1,85 m de large, et seulement 1,58 m de haut. Donc c'est une solution extrêmement compacte, qui, si on la regarde un petit peu plus en détail, je crois que j'ai un éclaté voilà, juste derrière, va nous permettre effectivement de comprendre quelle est la structure de ce produit. On discerne dans la cellule de gauche, donc dans le premier compartiment, le décanteur primaire qui s'apparente effectivement à une fosse toute eau. On y retrouve d'ailleurs un composant classique à l'heure actuelle sur les fosses toutes eau, qui est le préfiltre, donc en dessous du deuxième regard qui est spécifique pour aller effectivement intervenir sur ce préfiltre. Dans le compartiment de droite, donc dans le compartiment de filtration, se trouvent effectivement quelques composants qui sont, je crois d'ailleurs, décrits voilà, sur la feuille d'après. Donc un objet basculant qui va nous permettre effectivement de répartir les jets eau pré-traités qui sortent de la fosse sous eau de chaque côté du filtre pour avoir une répartition qui soit la plus homogène possible. Une grille de filtration que j'ai appelée grosse maille et qui est là pour piéger effectivement les objets, les solides qui pourraient être passés effectivement au travers du préfiltre. Et ensuite, une originalité, puisque c'est un matériau qui est nouvellement utilisé par Stock Environnement dans le monde de l'assainissement non collectif. Ce sont donc des matelas de fibres plastiques qui sont intercalés, qui comprennent entre chacun d'entre eux des couches qui permettent de maintenir une couche d'air. Et ce sont ces matelas de fibres plastiques qui vont accueillir les bactéries
pour que le travail de filtration et de traitement se fasse dans cette zone de filtration compacte. Comme dans l'immense majorité des systèmes par filtration compacte, par filtration, on se retrouve avec une sortie basse gravitaire, ou alors avec une sortie haute qui peut être aménagée en plaçant à l'intérieur du filtre une pompe de relevage qui vient s'installer sans ouvrage supplémentaire. Une des caractéristiques de ce système Brio, qui était l'un des éléments clés de notre cahier des charges, c'est effectivement que la maintenance soit extrêmement simple. Elle se simplifie à l'outrance, puisque les deux opérations de maintenance qu'il faut prévoir sur ce média, sur ce produit, sont le rinçage à l'eau claire du préfiltre, comme dans n'importe quelle fosse toute eau, quel que soit le dispositif de traitement qui se trouve à l'aval, et le rinçage à l'eau claire du média filtrant. Ce média filtrant, qui est effectivement composé de fibres plastiques, qui sont des fibres inaltérables, imputrescibles, donc totalement pérennes. La caractéristique essentielle de ce filtre, si je ne devais n'en citer qu'une, c'est que effectivement nous proposons sur le marché aujourd'hui un filtre dont la maintenance est simplifiée à un rinçage et avec un matériau qui ne se change pas, un matériau filtrant qui ne se change pas. Si par hasard, si d'aventure, l'installation était négligée, ça n'arrive jamais, mais on ne sait jamais quand même. Au cas où l'installation serait négligée, au cas où on aurait effectivement une saturation du média, et bien là on pourrait effectivement engager une opération qui est une opération de dépannage cette fois, dépannage qui se fait par un rétrolavage, donc un décolmatage du filtre par rétrolavage, sans qu'il y ait nécessité de démonter le dispositif de traitement, sans qu'il y ait nécessité de changer le média filtrant. Toutes ces opérations sont réalisables par un utilisateur averti, informé, ou alors, effectivement, par une équipe spécialisée de personnes qui sont connaisseurs et qui ont l'habitude de ce type de dispositif. Voilà donc un produit nouveau. Le mot-clé qui a été un des éléments effectivement fondamentaux du cahier des charges, c'est la simplicité. Vous avez vu que ma description a été rapide. Si je remets l'image à l'écran, eh bien on se retrouve effectivement avec une cuve en plastique d'excellente facture, avec un processus donc de fabrication qui est un processus de fabrication par soufflage, et donc une structure qui est à la fois très résistante, très simple, qui peut être assortie de quelques accessoires. Je pense notamment à un système de fixation qui permet la pose de ce dispositif Brio dans des conditions humides, notamment en présence de nappes phréatiques. On vient renforcer la structure par le bas avec des barres qui vont nous permettre d'ancrer véritablement le dispositif de filtration dans le sol, et évidemment avec quelques centimètres de béton. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce qui me concerne, concernant effectivement Brio et ce nouveau produit qui intègre le catalogue de stock. Je l'évoquais il y a quelques minutes, eh bien, je vais d'ailleurs laisser la parole à Xavier pour qu'il se prépare. Donc, je l'évoquais il y a quelques minutes, une nouvelle microstation, effectivement, très moderne, de conception très récente, a été effectivement intégrée dans le catalogue de stock environnement. Cette microstation, baptisée Fluido, a la particularité d'être utilisatrice de ce qu'on appelle un lit fluidisé, mais je ne vous en dis pas plus. Je vais demander effectivement à Xavier de vous détailler l'ensemble de ce produit qui, à nos yeux, est très original également. Agréé depuis 2014, donc avec beaucoup de succès aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir tenu le créneau horaire qui m'était imparti. J'aurai grand plaisir à répondre à vos questions par la suite si vous le souhaitez. Et donc, eh bien, Xavier, je te laisse intervenir pour décrire le système Fluido, connu sous le nom également de PureStation. Merci Alain. Donc moi je vais vous parler donc de la PureStation, appelée aussi Fluido comme vous l'a précisé Alain. Donc je ferai ma démonstration en 3 phases. Donc ma société et mon groupe, les prérequis qui ont généré justement ce produit. Après 3 ans, on a vraiment une lecture, un panorama à 360 degrés de son fonctionnement, et puis avec quelques points focus qu'on verra à travers certains slides.
Donc, Aliaxis France appartient à un groupe qui s'appelle Aliaxis, dont le siège est à Bruxelles, avec une répartition à peu près mondiale et orientée par groupe dans lequel nous on appartient, dans IMI, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, vous voyez beaucoup d'usines, beaucoup aussi de sites de distribution. En France, vous voyez quelques marques en fait qui illustrent en fait le groupe. En France, on connaît donc Aliaxis, mais également Nicole ou SAS ou Girpi, donc des sociétés qui délivrent des tubes et des raccords pour le transfert de fluide. Donc Aliaxis France, nous sommes une société basée à Metz, à côté de Montpellier. Notre métier, c'est le transfert de fluide. Pour ça, nous proposons différents types de produits et de matières, donc dans un certain nombre de marchés, comme vous le voyez ici, pompe, spa, irrigation, service de l'eau, microstation, et énormément aussi de besoins industriels. Et nos principaux fournisseurs groupes sont en périphérie France et Europe, comme vous voyez, Espagne, Italie, Allemagne et Grande-Bretagne. Donc nos matières clés seront principalement le polyéthylène et le PVC, mais aussi bien d'autres matières selon les typologies de marché. On a principalement deux grands axes que sont en fait les réponses pour les besoins de l'industrie. Donc dans ces cas-là, on va répondre avec des PVC typés ABS ou PVCC, mais également des PVDF pour résister en fait à tous les agents chimiques. Et puis, différents types de PE, des PE revêtus, comme l'Excel Plus ou le PLX, qui vont répondre à des eaux traitées pour nos réseaux d'adduction, mais également pour le PLX avec les hydrocarbures. Notre deuxième grand marché, c'est l'eau. On va traiter l'eau en fait de A à Z, jusque l'adduction, jusqu'au STEP. Et on traite aussi sur ces marchés-là les lixivia, donc les récupérations des effluents sur les centres d'enfouissement technique. Accessoirement, on fait aussi, donc au-delà des canalisations, des raccords, de la régulation et des raccords aussi métal qu'on appelle Straub ou Viking Johnson. Donc ça pour notre société. Maintenant, je vais vous parler plus particulièrement donc de la pure station. Donc pour avoir en fait une bonne maintenance et un bon entretien, nous avons rempli et répondu à un certain nombre de prérequis, sachant que cette station a été conçue à partir de 2011. Nous avons pu profiter avec une autre station dès 2008 d'une expérience française. Station qui avait été, elle, agréée en 2004 en Belgique. Donc, sur la base de cette expérience, nous avons pu mettre en place un certain nombre de critères qui en font aujourd'hui un des produits les intéressants du marché. Et elle a été agréée en octobre 2014 avec le numéro 2014-019. Donc, à travers ces prérequis, on va répondre à un certain nombre de domaines que sont en fait l'environnement, la réglementation, les ratios économiques, l'installation avec le poseur, TP, terrassier ou autre, la mise en service avec des spécialistes que sont souvent nos distributeurs revendeurs, l'entretien souvent assumé par ces mêmes sociétés, la maintenance et la durée de vie. Dans les prérequis importants, donc la réponse environnementale est fondamentale. Pour cela, nous avons fait le choix d'utiliser une culture fixée avec un procédé IFAS, donc on peut aussi appeler lit fluidisé ou système MBBR. Donc IFAS en détail, ça veut dire Integrated Fixed Film Activated Sludge. En soi, ça veut dire qu'on a associé une culture fixée avec une culture libre. Je ferai plus d'explications sur les slides plus tard. On a, comme beaucoup de filières compactes, un fil d'eau haut. L'avantage inestimable, c'est que nos systèmes sont à tout moment contrôlables et visuellement vérifiables. Et puis, la station qui est d'un seul tenant, rotomoulée d'un seul tenant en polyéthylène PEHD, permet également d'avoir été adapté à des terrains techniques avec des hydromorphies un petit peu complexes. La réponse réglementaire, donc on l'a
prise en 3 dimensions, c'est-à-dire le marquage CE afin d'obtenir l'agrément, donc comme je vous l'ai dit en octobre 2014. Et au-delà de cet agrément, on a laissé la station sur la plateforme du CERIB pour la soumettre à des essais un petit peu plus stressants. Donc 2 types d'essais, l'essai AF7, donc avec une surcharge à 200% pendant 1 mois. Donc là, vous pouvez observer qu'on a eu des résultats à 98% en DBO. Donc 200%, c'est une saisie équivalent habitant, donc elle a quand même pris 12 EH pendant 4 semaines, avec des concentrations assez élevées. Et après ce protocole AF7, nous avons entamé une série de phases d'intermittence. Donc on a essayé la station à 5 semaines d'intermittence, à 10 semaines et à 4 mois. Et la moyenne de résultats obtenus a été de 97% en DBO5. Plus tard, vous verrez, j'ai fait un petit tableau synthétique avec à la fois la DBO et les matières en suspension. Également, vous aurez en fait en point d'appui donc cette présentation, mais également le rapport d'essai issu du CERIB, qui a notifié justement tous les résultats que je vous présente aujourd'hui. La réponse économique, elle est multiple. Elle est bien sûr le coût du produit le premier jour, parce que c'est ce qui va déterminer sa vente. Elle est également dans le coût d'installation, parce que c'est là que le TP, le terrassier, le poseur va trouver en fait son équation, si elle est trop longue à poser, si elle est compliquée à poser, ou même si elle est difficile à expliquer. Après, on a comme coût annuel la consommation, donc la consommation électrique, donc vous voyez, elle est à peu près de 3,20 € par mois, donc ce qui en fait 35 € par an. Et puis l'entretien et la maintenance. Donc sur l'entretien et la maintenance, j'ai mis un coût variable parce que selon les régions de France, on a des coûts variables entre 100 et 150 € par an. La vidange, donc je l'ai estimé à 125 € tous les 4 à 6 ans. Aujourd'hui, on a entre 1000 et 1500 stations de posée, aucune n'a encore été vidangée, donc vous voyez on est à 3 ans, donc on peut déjà en fait extrapoler une vidange dans cette zone. La réponse à l'installation, donc c'est d'abord la compacité. Il faut ne pas oublier qu'on est souvent dans de la réno avec des terrains compliqués, assez inaccessibles. Il faut souvent préserver l'espace paysager du particulier. Donc la compacité est un facteur clé. Donc comme vous le voyez, entre la longueur 3,42 m, la hauteur 1,63 m et la largeur 1,20 m, il est assez facile avec une mini-pelle pour réaliser la fouille. Cette mini-pelle pourra d'ailleurs poser cette station qui fait seulement 250 kg et donc qui contribue justement à la mobilité et la facilité de pose. La station a été testée avec un remblai de 40 cm, sachant que nous avons un fil d'eau entrant à 34 sans réhausse et qu'on peut ajuster 2 types de réhausse de 20 cm chacune. On a 3 niveaux de pose. Ceci est un grand confort pour à la fois le terrassier et le particulier qui pourra positionner sa station dans son espace à l'endroit où il le désirera. Pour des terrains hydromorphes, on a réalisé un pit test toujours au CERIB, où on a réalisé un pit test avec une hauteur d'eau supérieure au fil d'eau entrant, ce qui nous permet d'envisager des positions en nappe, voire même zone inondable. Systématiquement, nos stations sont livrées avec 2 réhausses, mais également à la base avec un fer à béton, ce qui permet à nos usagers, à nos TP, de pouvoir envisager un béton maigre ou même une coulée de béton dans le cas de terrain hydromorphe. Pour piloter la station, on la verra en photo un petit peu plus loin, on a une armoire que l'on peut déporter de 1 à 10 mètres de la station, on peut la mettre à l'intérieur et elle est IP55 et résiste à tout type d'intempéries. Pour la réponse à la mise en service, il s'est agi en fait de pouvoir proposer un système simple et facile d'accès, facile en fait de manutention. Donc on a estimé en fait une mise en service entre 1h et 1h30. L'accessibilité des composants pour réaliser ces connexions est fondamentale, ainsi que pour la programmation, il suffit au niveau du programme, c'est un automate Zelio, d'afficher la date et l'heure et on fait start et c'est parti.
Pour la réponse entretien, donc sur les quelques milliers de stations entretenues, hors PS6 et PS6 compris, on sait que la moyenne dans l'entretien c'est 40 minutes, ça peut être moins. Donc ça va assez vite parce que la station ne gère que des fluides ou des produits plastiques. Donc pas de corrosion, pas de moteur et pas de turbine dans l'enceinte. On opère tout d'abord un contrôle visuel et olfactif. On a l'accessibilité aux composants tels que les diffuseurs d'air pour les nettoyer. On peut également faire un prélèvement pour faire un niveau de boue. Et tous les matériels sont interchangeables à l'intérieur. On a également mis sur le programme un programme de diagnostic qui permet d'observer en 5 minutes le bon fonctionnement de tous les composants internes. Alors la réponse de la maintenance, elle a été justement dans la conception, dans ses prérequis, à savoir que nous avons fait le parti d'utiliser des matériels et des sourcings de grande qualité à travers Zelio pour l'automate, Schneider Electric pour l'armoire, Parker pour les électrovannes et Thomas pour le compresseur. Donc on estime, pour avoir déjà du recul sur plus de 10 ans, que le compresseur, on aura une durée de vie entre 7 à 10 ans, et les diffuseurs d'air à peu près dans la même zone de 7 à 9 ans. On a déjà l'exemple aujourd'hui, on commence à livrer les diffuseurs d'air de station qu'on a livrés en 2008. La réponse de durée de vie, elle sera au moins supérieure à 50 ans ou dans ces eaux-là, dans la mesure où la station sera entretenue et qu'on pourra changer tous les équipements, on peut envisager vraiment des durées de vie à très long terme. Donc la station, vous la voyez ici plus en détail. Donc ici, vous avez le premier bassin qui est le décanteur. Donc là où on va accumuler toutes les eaux usées de la maisonnée, on va avoir en fait une zone tampon qui va aller de sa partie supérieure jusqu'à l'airlift 1. Donc là où vous voyez le camembert. Donc les eaux usées vont être prises par cet airlift 1 qui va envoyer une chasse d'air à la base, qui va pousser une colonne d'eau. On a un séquençage de 5 cycles autour des 40 minutes de fonctionnement du compresseur par heure. Et on va ainsi envoyer des bâchés selon le niveau d'eau du décanteur d'environ 10 à 15 litres. Les eaux usées arrivent ici dans le réacteur où vous pouvez voir les diffuseurs d'air à la base. Donc il y a 2 diffuseurs d'air avec des membranes microporeuses de chez Olicon, et puis des supports mobiles que vous verrez en détail dans la slide suivante. Donc ici se fait le traitement en fait, des eaux usées, et après, en gravitaire, les eaux sont transférées vers le clarificateur, où les matières lourdes vont être déposées dans le fond du clarificateur, et repris par 2 types d'airlift, un en forme de T et un en forme de U, qui vont refaire circuler ces eaux usées vers l'amont, vers le décanteur ou vers le réacteur, et les eaux clarifiées en partie haute vont être rejetées au milieu superficiel. Donc ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est en technique IFAS, donc une technique hybride, pouvant coupler à la fois la culture fixée et la culture sur support libre. Donc sur le produit Purnes que vous voyez en photo en dessous, nous avons fait un dépôt de brevet. Donc c'est une pièce composite qui allie à la fois bois et plastique, ce qui nous a permis de régler la flottabilité de ces composants pour être légèrement en flottabilité négative au moment des phases de repos du compresseur, ou qu'on est en phase d'anoxie sur le réacteur. Donc la densité a été adaptée, et également vous observez en fait cette petite bande qui permet d'éviter en fait le compactage de ces supports comme des Legos entre eux, et vous le voyez en fonction sur la photo de droite. Je vous remets ici le tableau de synthèse. Donc comme je vous le disais, vous aurez en fait le rapport d'essai librement accessible par Ideal Connaissance, où je reprends en synthétique les résultats obtenus lors du protocole AF7 et des intermittences de 5 à 4 mois, 5 semaines à 4 mois, pardon. Donc comme vous pouvez l'observer en DBO, on a quand même au pire une performance de 95%, là à l'issue justement des 16 semaines d'arrêt. Sinon on est plus souvent voisin de 98-99% de performance épuratoire,
Et comme vous pouvez l'observer, les charges entrantes étaient plutôt musclées. Et puis sur les matières en suspension, on retrouve à peu près le même type de performance épuratoire. Je crois qu'on est le seul fabricant à avoir fait cet essai sur plateforme au CERIB in extenso dans ce profil-là. Vous pouvez observer dans ce visuel 3D la pure station PS6. Donc vous la voyez avec les différentes canalisations colorées, l'accès armoire, les arrivées eau grise et eau de vanne, ainsi que les ventilations. Et dans l'espace paysager, tel qu'on peut l'imaginer chez l'usager. Alors, c'est la dernière slide. Avec une ou avec deux rehausses. Vous pouvez observer également le fer à béton qui est livré systématiquement avec les stations, une fouille et un chantier en partie remblayé. Et on peut voir justement les canalisations de raccordement, ventilation, raccordement électrique ou raccordement des tubes pneumatiques. Je vais bien t'envoyer la suivante. Et ici, vous pouvez observer donc l'unité de contrôle, qu'on appelle CU02, donc dans laquelle on a rempli un certain nombre de fonctions, donc la résistance à l'eau IP55, un amortissement sonore de 32 dBA, et on a également donc le programme de diagnostic, la consommation électrique de 35 € et des voyants extérieurs qui permettent de contrôler son bon fonctionnement. Les fournisseurs, comme je vous l'ai dit, sont en fait de grande qualité, comme donc la conception faite par mes collègues chercheurs de Aliaxis R&D, Schneider Electric, Zelio, Parker, Thomas et Simmel. Voilà, je crois que j'ai à peu près bouclé ma présentation. Donc tous ces prérequis, toute cette présentation pour appuyer un entretien et une maintenance qui vont être maintenant plus largement développés par Johan Portelli, qui lui est également très impliqué sur nos produits. Merci Xavier. Bravo pour cette intervention. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Donc effectivement, nous allons passer la parole à Johan Portelli qui est à distance et qui va pouvoir, donc Johan, vous allez pouvoir réactiver votre micro. Voilà, je vous mets en plein écran et nous allons vous laisser la main. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Alors, votre caméra a figé, par contre. Donc, avant de reprendre, avant de commencer, on va peut-être voilà, la débloquer. Voilà, je vois que Yvon Lavial a levé la main. Alors, je ne sais pas si c'était une erreur, mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début de conférence. Sachez que ce bouton ne sert pas à grand-chose parce que je n'accepte jamais les demandes de le... alors, ce n'est pas pour vous censurer, hein, mais sachez que vous pouvez écrire dans le module de chat qui est en bas de l'écran. Hein, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des choses à partager, et puis on y reviendra à la fin de la conférence. Hein. Johan, visiblement, votre caméra, elle est figée. D'accord. Donc, je relance la caméra. Je ne sais pas pourquoi, peut-être relancer Adobe. Est-ce que je vais le relancer ça? Ouais, je pense qu'il faut que vous relanciez Adobe. Il faut quitter la salle et re-rentrer dans la salle. En attendant, je vais donc vous ajouter les liens. Je ne sais pas si vous les avez téléchargés, mais on vous a... Voilà, je les mets là. On vous a mis des fichiers en début de conférence, donc sur un petit module, télécharger les fichiers. Ce sont les fichiers pour lesquels donc Xavier faisait référence tout à l'heure, hein, c'est cela. Il y a l'efficacité traitement complémentaire microstation Aliaxis. On peut peut-être revenir dessus. Les deux fiches produits, les trois fiches produits citées par Alain Gaillard aussi en début de conférence. Voilà, je vous les mets à disposition. Vous pouvez les télécharger. Je vois que Johan Portelli s'est reconnecté. On va tout de suite
lui activer son microphone, la vidéo. Tiens, j'ai le PowerPoint, j'avais pas vu qu'il avait disparu entre-temps. Voilà, donc Johan, vous avez les droits pour re-rentrer dans le jeu. Voilà, c'est bon. Je vous mets en grand. Alors, je ne sais pas pourquoi le PowerPoint a disparu, mais je l'ai heureusement chargé dans l'outil et pas sur l'ordinateur. Donc, je vais pouvoir revenir dessus rapidement. Et le voilà. Bien. Eh bien, c'est à vous. Merci de votre patience à tous. Johan, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc alors pour changer les slides. Ok. Donc moi je vais évoquer donc une question qui est importante pour moi. C'est pour tout le monde. Hein, c'est comment conserver les stations et filtres compacts bien entretenus pendant 15 ans. Donc pour cela, il y a un petit sommaire avec deux parties. Première partie, c'est tout ce qui est en amont donc, de l'entretien d'une microstation ou d'un filtre compact. Donc les conseils à apporter à la vente du matériel, s'assurer d'une bonne installation et une bonne mise en service. Et après, nous allons voir donc, une efficacité terrain donc, de l'organisation de l'entreprise à l'efficacité donc, des techniciens de l'entreprise sur le terrain à la maintenance et fidéliser les clients. Donc, moi je suis Johan Portelli, je suis le gérant de l'entreprise. J'ai créé l'entreprise en 2014. Nous sommes situés à Landiras, dans le sud de la Gironde, en dessous de Bordeaux. Nous sommes 5 salariés. J'ai 2 techniciens qui sont sur le terrain en permanence, avec 2 assistantes administratives qui s'occupent de l'organisation des plannings des techniciens. Sur notre 3e année, nous avons vendu plus de 250 filières agréées. En 2017, nous avons un parc de 600 filières aujourd'hui en fonctionnement. Sur les 600 filières qui sont en fonctionnement, on a 96% des stations ou des filtres qui sont entretenus. Donc on a un super ratio sur notre maintenance. Notre problématique aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, c'est comment conserver les stations et filtres compacts bien entretenus sur les 15 prochaines années. Donc tout d'abord, pour nous, c'est vraiment important de bien sensibiliser le client à la vente du matériel. À la vente du matériel, pour moi, c'est important d'indiquer au client le tarif de la maintenance, le coût des pièces d'usure, la fréquence du contrat de maintenance, si c'est tous les ans ou tous les 2 ans, donc selon le fabricant. Donc nous, on commercialise la microstation d'épuration de chez Aliaxis et le filtre compact Clearfox de chez Brezo. Ces 2 fabricants conseillent une maintenance annuelle. Chez nous, la maintenance annuelle, donc c'est 110 € hors taxe, c'est une visite à l'année. Et s'il y a un souci, nous, on se déplace gratuitement chez nos clients. On s'occupe également des dépannages. Les dépannages, on se déplace en 24 à 48 heures. Ça, c'est vraiment important de le dire au client. C'est ce qui peut favoriser son achat chez nous. Et ça va le permettre de le rassurer. Voilà, c'est vraiment pour nous très très important. Les pièces d'usure aussi, donc nous, on lui indique. Par exemple, sur la PS6, les pièces d'usure, à l'intérieur de la cuve, il n'y en a quasiment pas, si ce n'est les 2 diffuseurs qui ont une durée de vie, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, de 8 à 10 ans. Elles ont un coût qui est extrêmement faible, qui est de l'ordre d'une trentaine d'euros. Et après, c'est au niveau du compresseur, on voit sur le slide l'armoire de commande. Le compresseur, donc lui, il a une durée de vie d'environ 10-12 ans. Le coût, nous, on le propose à 150 € aux clients. Et après, tous les 4 à 5 ans, il peut y avoir 2 membranes qui sont à l'intérieur que l'on va changer, qui coûtent une trentaine d'euros. Nous, ça a été important de commercialiser ce produit-là parce qu'il a une excellente durée de vie, il a des produits qui ne tombent pas en panne tous les 4 matins. Et pour le consommateur final, c'est un produit qui ne coûte pas cher. Donc nous, qui voyons tous les ans les clients, c'est important de proposer des produits
de bonne qualité. Et après, le filtre compact ClearFox, comme le filtre compact Brio de chez Stock, c'est un filtre qui est pérenne. L'entretien est extrêmement simple. Donc c'est quelque chose qui est agréable à commercialiser et à entretenir. Voilà. Avec le client, au moins, on sait qu'il y a zéro souci. Voilà. ClearFox et Brio, pour ça, c'est quand même assez confortable. Donc, après avoir vendu le matériel, il faut s'assurer d'une bonne installation. Ça, c'est pas tout le temps le cas. Donc, c'est important de très bien former les professionnels à qui nous on vend le matériel. C'est pour ça qu'à chaque fois que l'on vend un produit, une microstation, un filtre compact, un gros poste de relevage pour des lotissements, on va rester sur la microstation et le filtre. À chaque fois, nous, on propose une formation sur le terrain. Nous accompagnons les professionnels. Donc, toute la journée, j'ai un technicien qui est avec eux pour les former, pour les aider. Parce qu'il y a toujours des astuces selon les microstations d'épuration pour qu'elles soient bien installées. Et pareil pour les filtres compacts. On va les aider, on va les former. On fait également des formations chez nous, dans l'enceinte de l'entreprise, pour que les TP soient bien informés. Donc aussi, c'est important de respecter donc, ces conditions de pose, parce que parfois on a des problèmes donc, à l'installation quand il y a des mauvaises formations. Parfois, les professionnels ne respectent pas donc, ces conditions, mettent trop de réhausse sur les cuves. Et quand il y a trop de réhausse sur les microstations ou aussi sur les filtres compacts, la maintenance est trop compliquée à effectuer. Donc nous, par exemple, on doit venir à 2 techniciens parce que les diffuseurs ne sont pas accessibles, on doit se coucher sur le sol, à moitié se pencher dans la cuve, donc ça devient un peu limite, c'est pour ça qu'on vient à 2, et du coup, la maintenance est un peu plus chère. Après, on va avoir des fois des professionnels qui mettent des compresseurs pour les microstations, qui mettent des compresseurs beaucoup trop loin, qui rallongent les tuyaux d'air entre le compresseur et la cuve. Mais ça, c'est problématique parce qu'on n'envoie pas assez d'air à l'intérieur de la cuve. Du coup, on a un mauvais traitement. Donc, c'est pour ça que la formation, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'insister là-dessus auprès des professionnels. Et pour les filtres compacts, parce qu'il n'y a pas que les microstations, il y a aussi les filtres compacts. Le gros défaut que l'on voit, mais c'est chez toutes les marques, hein, tous les types de produits, ça va être des filtres qui ne sont pas de niveau. Donc là, pour le traitement, eh bien, on utilise uniquement 10% du média filtrant pour le traitement. On n'a pas assez d'eau usée qui va sur le média filtrant, donc on n'utilise pas la globalité du média filtrant. Donc on a parfois un mauvais rendement épuratoire. Donc après, on doit essayer d'équilibrer la chasse à auger, donc c'est un peu du... C'est pas évident, donc c'est pour ça que voilà, c'est toujours pareil, c'est la formation qui est ultra, ultra importante. Et puis les conditions de pose, il y a aussi quand même des garanties, les fabricants posent des garanties. Nous, ça nous arrivait qu'il y ait des TP qui remblaient des cuves, que ce soit des microstations, des filtres avec l'argile directement, et qui s'étonnent que nous, derrière, quand on fait des mises en service, on ne peut pas valider les garanties. Donc on doit s'assurer que les stations et les filtres soient bien posés pour garantir le matériel et qu'il n'y ait pas de souci derrière avec les fabricants. Donc toutes ces conditions de pose font partie chez nous des vérifications que l'on fait à la mise en service. Une bonne mise en service, derrière va en découdre un bon entretien parce que le matériel sera bien vérifié, le client sera bien informé. Donc chez nous, la mise en service, il y a un protocole d'une dizaine d'étapes. On va vérifier donc la bonne installation, on va vérifier le bon fonctionnement de la microstation d'épuration ou du filtre compact, on va vérifier si les ventilations secondaires fonctionnent correctement grâce à un test fumigène, on va vérifier les ventilations primaires, les ventilations des filtres, on va indiquer au client final les produits à éviter de jeter, qu'ils soient solides ou liquides. Et ça, on s'aperçoit que même si la formation elle est bonne, à l'entretien, c'est pas tout le temps heureusement, mais ça arrive de temps en temps qu'il y ait des clients qui rejettent un peu n'importe quoi. Alors des fois ça nous fait marrer, des fois beaucoup moins. Et on va répéter encore et encore les conditions du contrat de maintenance, sa fréquence, son coût, les pièces d'usure. Et s'il y a un souci, voilà, nous on se déplace gratuitement.
et on se déplace en 24-48 heures. Alors on peut voir, la photo est petite sur le slide, il y a une étiquette bleue sur l'armoire de commande. Il y a une petite étiquette où il y a écrit SAGEO avec notre numéro de téléphone. Si le client a un souci, chez nous, il appelle au bureau et on se déplace en 24-48 heures. Donc la mise en service, vraiment, elle est vraiment, vraiment importante, comme tout paramètre. Après, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, donc c'est l'efficacité terrain. Donc là, ça va être nos techniciens. Les techniciens, chez nous, donc leur rendez-vous, c'est Mélissa qui s'en occupe. Il y a environ 1500 à 2000 rendez-vous que Mélissa organise chaque année. La moitié, ça va être de la maintenance et du SAV. Donc l'organisation interne de l'entreprise, elle est primordiale pour que le technicien sur le terrain, il ne prenne pas le feu et que tout soit bien calé. Donc sur le terrain, c'est important d'avoir des techniciens qui soient compétents et équipés. Compétents pour qu'ils puissent reconnaître les dysfonctionnements sur les microstations et les filtres compacts, et pour qu'ils puissent réparer rapidement les microstations et les filtres. Mais ça fait forcément des clients qui sont satisfaits et une station qui fonctionne correctement. Chez nous, la formation des techniciens, elle prend 2 à 3 semaines. Et un technicien est efficient au bout de 6 mois environ. Chez nous, c'est assez particulier parce qu'on s'occupe également d'autres microstations d'épuration. Il y a des clients qui aujourd'hui n'ont pas de contrat, ou ils ne veulent plus fonctionner avec leur distributeur par qui ils ont acheté la microstation et qui viennent chez nous. Donc du coup, à chaque fois, on doit s'adapter à ces nouvelles microstations. Le technicien, établit à chaque fois un rapport à chaque maintenance que nous envoyons au SPANC. Ça permet de montrer que les stations de toute marque, stations au filtre compact, fonctionnent correctement et que les vidanges ne sont pas tous les 6 mois. On sait très bien que c'est ce qui est écrit dans les 3/4 des guides d'utilisation de les stations entre 6, 8, 12 mois. Aujourd'hui, sur le terrain, que ce soit les stations que nous on commercialise, donc la Pure Station, le filtre compact ClearFox, comme les autres, c'est vraiment pas tous les 6 mois, et ça nous on le voit sur le terrain. Quand il y a une bonne utilisation, une Pure Station par exemple, elle va se vidanger tous les 4 ans. Le filtre compact ClearFox, pareil. Et chez Stock Environnement, je prends par exemple l'exemple de l'Epuralia, c'est un matériel qui se vidange pareil tous les 4 à 5 ans, donc il y a vraiment des bons produits sur le marché. Nous, les pièces d'usure, comme les membranes sur les compresseurs, pour nous c'est important de ne pas attendre qu'elles tombent en panne pour les changer. On les change environ tous les 4 ans, donc on a un manomètre, on va calculer la pression du compresseur, et ça permet de ne pas attendre que les membranes ou les pistons d'autres stations soient défectueux, qu'il envoie moins d'air pour les changer. Donc ça, le client, vu que nous on l'a averti le jour de la vente de la station, à la mise en service, à l'entretien, le client, il n'y a pas de souci, on peut les changer assez facilement, il est ouvert à tout changement de pièce. Mais encore, enfin, faut pas abuser au niveau du tarif, ça c'est vraiment aussi important. Donc après, ce qui est important également pour les dépannages, c'est que notre technicien ait tout le stock dans sa voiture. Ça permet d'être efficace sur une intervention, de ne pas repartir au dépôt ou d'attendre 1 à 2 semaines de recevoir une pièce. Donc nous, au dépôt, on a beaucoup de pièces de rechange, ce qui permet d'être très réactif chez le client. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa fidélisation. Pardon. Donc ça, c'est le nouveau slide, c'est la fidélisation. Pour avoir justement une station qui soit bien entretenue sur les 15 prochaines années, il faut absolument que le client nous fasse confiance chaque année. Parce que notre contrat d'entretien, c'est pas un contrat sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est à tacite reconduction. Donc nous, on doit le fidéliser. Et on le fidélise comment ? Donc c'est nécessaire de le fidéliser par les actions que nous allons mener à chaque entretien. Une nécessité de toujours le sensibiliser sur l'utilité d'une maintenance. Et c'est important, comme je l'ai dit, d'intervenir rapidement et efficacement lors d'un dysfonctionnement.
ça assure forcément d'avoir un dispositif qui fonctionne durablement. Pour nous, donc, une efficacité sur le terrain assure une utilisation pérenne des installations. De plus, des rapports établis auprès des SPANC TP et clients démontrent un suivi transparent des installations ainsi qu'une bonne diffusion des informations. Donc, en clair, pour maintenir un matériel pérenne dans le temps, bien entretenu et qui fonctionne correctement, c'est important que le client soit bien informé sur l'utilité à ce que le système soit entretenu correctement, que le matériel soit installé correctement par des installateurs formés, et j'insiste vraiment là-dessus, que des techniciens chez nous et dans les autres entreprises soient formés et équipés. Donc matériel de mesure, pièces de rechange dans les véhicules. Et c'est important de fidéliser les clients pour continuer à faire entretenir son matériel. Voilà. Aujourd'hui, il y a des clients qui ne veulent pas de maintenance. C'est assez compliqué. Après, quand ils ne veulent pas de maintenance, nous, on va les former, on va les aider sur comment entretenir leur microstation. Et chaque année, on va quand même les rappeler pour qu'ils nous envoient au moins 1 ou 2 photos de l'intérieur de leur station. Parce que visuellement, on peut commencer à voir apparaître des défauts. Un problème de moustiques, de moucherons, de traces blanches, ça indique des défauts, donc des actions à mener pour conserver la microstation ou le filtre en bon état, tout simplement. Donc voilà, moi j'en ai fini pour mon intervention. J'espère que j'ai été... Merci Johan. Bien écoutez, nous allons passer au temps de questions-réponses. Et vous pouvez dès à présent donc prendre la main sur ce module de chat. Vous avez déjà commencé à poser vos questions. Prenons la première. Chris Doucet. Bonjour. Peut-on avoir une idée des coûts? Merci. Alors je me tourne vers Alain. C'était une des premières questions de cette conférence. Une idée bien sûr, mais de quel coût, je ne sais pas quelle est la question plus précisément. S'agit-il des coûts de maintenance, des coûts de dépannage ou d'installation? Alors des coûts de maintenance, on m'indique. Coûts de maintenance. Alors, effectivement, je crois que entre temps il y a eu des indications qui ont été données à la fois par Xavier et par Johan. Les contrats de maintenance qui sont proposés en tout cas par AMI, qui est donc la société à qui nous confions effectivement les interventions de maintenance, les contrats de maintenance ou les interventions de dépannage, au sein du réseau AMI, les interventions sont proposées de mémoire à 165 € pour une intervention, pour un contrat annuel qui prévoit un passage par an. Didier Gracien, bonjour. Quelle est la surface spécifique des médias? Alors, s'il s'agit effectivement de la filière Brio, la surface est extrêmement réduite, comme vous avez pu le constater. On est sur, je crois qu'aujourd'hui, on a fait ce calcul qui est qu'on a le plus faible coefficient d'occupation foncière pour la partie filtration de tous les médias existants sur le marché. Grosso modo, la surface occupée par la partie média, surface au sol, doit être de 2 mètres carrés à quelque chose près. Fois 3 couches, ça représente effectivement 6 mètres carrés, mais je suis pas sûr que ce soit une valeur significative. En revanche, s'il s'agit effectivement de la filière fluido, comme ça vient d'être précisé, je parle sous contrôle de Xavier, mais j'ai en tête un chiffre de 24 mètres carrés. C'est exact? Alors, c'est 25 mètres carrés par mètre cube, et au total, sur la PS6, ça fait 20 mètres carrés. Voilà. Merci Xavier pour cette précision. Donc, il y a de la place pour les bactéries, voilà, si on veut résumer. Bien, merci. Donc, Chris Doucet vous remercie. Didier Gracien vous remercie également. Il a une autre question. Le volume du réacteur biologique également. Le connaissez-vous? Enfin, pouvez-vous l'indiquer, s'il vous plaît?
Alors, en ce qui concerne la pure station, il fait 0,8 mètres cubes. Pas très loin de 0,9. Donc 0,9 mètres cubes pour le volume. Et quels paramètres contrôlez-vous sur les microstations? Alors ça, je peux renvoyer la main à Johan. On peut contrôler énormément de paramètres, le pH, l'oxygène dissous. Après, je laisse Johan le dire. Il n'est pas forcément nécessaire de contrôler et de faire un contrôle systématique de tous les paramètres, parce que les contrôles, quand on a l'expérience olfactive et visuelle, nous donne déjà 95% du bon ou du mauvais fonctionnement. Alors, Johan, on entend, je ne sais pas si on vous entend. Ah oui, ok, parfait. Oui. Allô. Super. Donc, pour répondre à Didier, c'est Didier Gratien. Ouais, Didier Gratien. Donc, comme dit Didier, déjà, quand on ouvre une microstation, généralement, on sait si ça fonctionne bien ou pas. Ça, c'est déjà un premier paramètre. Après, donc nous, on a une quinzaine d'étapes, voire une vingtaine selon les différentes microstations. Donc, on va contrôler. Donc, si c'est une microstation avec un compresseur, on va d'abord contrôler donc le compresseur avec un manomètre, vérifier si au niveau des pistons il y a une faiblesse, au niveau des membranes. Si oui, on va les changer. On va faire fonctionner donc la microstation, donc on va rentrer dans la partie programme et faire une partie de tous les tests, hein, les différents airlifts, les diffuseurs. Nous allons enlever le filtre air du compresseur pour le remplacer par un neuf. On le fait systématiquement, même si des fois c'est pas forcément utile, mais on le change systématiquement, c'est pas le coût que ça représente, et gratuitement. Au niveau de la cuve, à l'intérieur de la cuve, donc on va vérifier l'état général de la cuve, savoir si ça bouge ou pas. La ventilation secondaire systématiquement, mais ça visuellement on peut déjà avoir on sait si ça fonctionne bien ou pas, mais on peut ajouter un test fumigène pour vérifier que ça fonctionne correctement. On va faire un contrôle de boue pour dire au client quand est-ce qu'il faut vidanger. Faire un contrôle de la croûte aussi, parce qu'on parle souvent des boues qui stockent au fond de la cuve, mais pas forcément de la croûte. Donc ça aussi, ça peut être un paramètre de vidange. On va nettoyer, nous, systématiquement les diffuseurs. Donc tous les ans, on a la chance de pouvoir nettoyer rapidement, efficacement et facilement les deux diffuseurs qui sont à l'intérieur de la cuve. Ce qui permet aussi d'avoir une durée de vie prolongée des membranes au niveau du compresseur. Une mesure du pH, on peut faire de l'oxygène dissous et après on peut faire un prélèvement d'eau si jamais il y a un souci. Le prélèvement d'eau, on n'en voit jamais en laboratoire, hein, donc ça représenterait des coûts quand même élevés. Et on peut l'envoyer uniquement si nous on s'aperçoit qu'il y a un souci. Bien, merci Johan. Effectivement, vous avez bien détaillé vos réponses. Didier Gratien vous remercie. Je n'ai plus de questions, alors je vous laisse encore une petite minute si vous souhaitez, puisque je vois que vous êtes encore nombreux connectés. Vous avez certainement des remarques ou si même vous voulez partager votre expérience, c'est le moment. C'est rien Didier, c'est pas grave. C'est mignon aussi. Hein. Voilà, c'est le direct, comme le dit Didier. Bon. Alors, Chris Doucet, je vois que vous avez un commentaire. Alors, sur la maintenance, le paramètre biologique est donc peu ou pas pris en compte. Johan, est-ce que vous souhaitez rebondir là-dessus? Didier, Xavier, tu veux commencer? Alors, le paramètre biologique, c'est pris en compte si nous on s'aperçoit que visuellement il y a des défauts. Donc, si Chris Doucet, c'est au niveau, il parle de prélèvement. Voilà. Il dit oui. Je ne sais pas si c'est ça. Donc, on fait attention à ça. S'il y a un souci, on s'en aperçoit. Il dit oui? Oui.
Donc ça peut être pris en compte effectivement si on s'aperçoit d'un défaut. Donc nous, alors là j'en ai pas parlé parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas encore, mais on est en cours d'achat pour acheter un appareil qui mesure, donc si je me trompe pas, la DCO et les MES uniquement sur le terrain, mais je peux pas trop en parler parce que pour l'instant on ne l'a pas encore. Mais ça représente des coûts de l'ordre de 10 € en plus par entretien. C'est quelque chose que nous on veut mettre en place, que l'on va mettre en place incessamment sous peu, mais qui logistiquement est un peu lourd. Mais pour l'instant, nous, on le... Hop, j'ai un bug, je sais pas si ça fonctionne. Voilà. Donc nous, pour l'instant, on le prend en compte, mais pas systématiquement. C'est important quand il y a des gens qui prennent des médicaments, des gens qui ne respectent pas du tout la station, donc on s'aperçoit qu'il y a des défauts, donc on cherche à savoir pourquoi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le prendre systématiquement en compte. Voilà, alors Alain Gaillard va compléter. Oui, je voudrais abonder dans le sens de ce que vient de dire Johan, pour connaître les pratiques également chez AMI. On procède exactement de la même manière. Si avec l'expérience que nous avons, on détecte un dysfonctionnement ou on soupçonne un dysfonctionnement du dispositif, on va à ce moment-là effectivement procéder à des prélèvements qui seront remis ensuite à un laboratoire indépendant en vue de faire des analyses à la fois des entrants, mais aussi des sortants. Bien, il est encore temps de poser votre question. Je vous laisse une petite minute supplémentaire. Je vous rappelle que vous pouvez revisionner la conférence que nous avons co-organisée donc le 4 juillet dernier, qui est en bas là de votre écran. Vous voyez donc les liens, VOD, les filtres plantés de roseaux en ANC, l'évolution de la filière traditionnelle. Il y a une autre VOD que je vous ai rajoutée parce qu'elle peut vous intéresser. Elle parle aussi d'ANC regroupé ou supérieur à 20 EH. Donc un retour d'expérience que nous avions organisé avec l'Artank. Et puis le 14 décembre, je vous en ai parlé, la GEMAPI. Alors Michel Mireux, bonjour. Lors d'une opération de vidange d'une fluido, n'existe-t-il pas un risque d'aspirer les composants du lit fluidisé par le camion hydrocureur? Ça, c'est... Donc okay. C'est une question pour l'entretien. Ok, merci Michel pour cette question. Donc effectivement, c'est un risque possible, mais qui n'existe pas parce que dans le transfert entre le réacteur et le clarificateur et entre le clarificateur et la sortie au milieu superficiel, nous avons mis des bouchons réduits, c'est-à-dire avec des anthrax inférieurs à la taille des supports mobiles, donc ils ne peuvent pas en fait bouger de leur compartiment. Quant à la vidange, elle se fait dans le premier compartiment, le décanteur. Donc il ne peut pas y avoir en fait de mouvement justement et de vidange de ces produits. Bien, merci Xavier pour cette réponse claire. Voilà, écoutez, je n'ai plus de questions. On va du coup passer à la conclusion. Je vous remercie tous d'avoir participé aujourd'hui et d'être intervenus ici ou à distance. Johan, merci donc pour vos interventions qui ont pu éclairer donc les plus de 70 inscrits aujourd'hui. J'ai vu que ça s'était augmenté le chiffre. Merci Alain d'avoir co-organisé cette conférence. C'était un plaisir. Et je voudrais surtout remercier Xavier et Johan qui se sont prêtés au jeu d'un exercice qui est pas forcément facile, qui leur a pris du temps et qui néanmoins, à mes yeux, est une excellente contribution pour étoffer le discours que j'ai tenu sur notre vision, qui est une vision de professionnel où effectivement en tant que concepteur et fabricant, nous nous sentons de plus en plus concernés par les opérations de maintenance et voire de dépannage sur les installations que nous proposons à nos clients. Merci à vous tous. Merci Alain. Bonne fin de journée. Christophe. Eh bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous indiquer que vous avez en face de vous le sondage qui vient de s'afficher. Vous connaissez ce sondage. La première question, est-ce que la conférence a répondu à vos attentes? Oui, non, en partie. Bon. Si elle n'a pas répondu à vos attentes, vous avez certainement des questions en suspens. Dans ce cas-là, je vous invite
à les indiquer pour que nous puissions revenir vers vous, peut-être, et je l'espère, avec les réponses. Étiez-vous plusieurs? Alors, je le sais, parfois vous suivez avec vos collègues à distance, à plusieurs dans le bureau. Pour que je puisse réaliser mes bilans vers votre collectivité ou votre organisme, pourriez-vous, et pour recevoir les attestations de formation, de présence, pourriez-vous m'indiquer le nombre de personnes qui étaient avec vous, mais également leur nom, prénom, pour que je puisse compléter ma base, s'il vous plaît. Et puis, une dernière petite chose, c'est quelles sont vos attentes. Parce que si vous n'avez pas de questions en suspens, mais que vous n'êtes pas totalement satisfait, peut-être avez-vous d'autres attentes. Dans ce cas, je vous invite à me les signaler. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur le réseau. Et bonne fin d'année.